Leurs routes se croisent souvent dans la nuit africaine. Ils chassent sur les mêmes territoires, se nourrissent des mêmes proies. Entre hyènes et lions, la rivalité ne connaît pas de trêve. Ils commencent par se disputer les carcasses des animaux tués par les uns ou les autres. Et puis souvent, le combat dégénère. De face à face banal entre charognards, il se transforme en un nouvel épisode de la guerre sanglante qui oppose depuis toujours ces deux inconciliables adversaires. Deux cinéastes, Derek et Beverly Joubert, ont partagé pendant des mois la vie d'une troupe de lions et d'un clan d'hyènes tachetés qui se côtoient sur un même territoire de chasse, au Botswana, dans le sud de l'Afrique. La troupe des lions, dite troupe du centre, rassemble plusieurs femelles et deux grands mâles. L'une des jeunes lionnes, cette nuit-là, a disparu. Elle n'est pas partie très loin. Attirée par les cris des hyènes, elle est venue leur disputer la viande d'un buffle abattu par le clan à l'aube. Cette provocation, la lionne risque de la payer cher. Heureusement, un des deux mâles de la troupe, toujours partant pour se frotter à l'ennemi, accourt à sa rescousse. Motsumi, la jeune lionne, peut revenir sans crainte. Mais elle a à peine un regard pour la carcasse que son compagnon s'est attribuée. Elle s'éloigne seule, aussitôt, vers une colline voisine couverte d'une épaisse végétation d'épineux. Motsumi est grosse, et comme toutes les lionnes, elle va mettre bas, seule, à l'écart de la troupe. Après une inspection approfondie, elle choisira une anfractuosité de rocher, un endroit sûr, à l'abri des prédateurs, pour donner le jour à ses petits. Les trois nouveau-nés ont déjà les yeux grands ouverts, bien qu'ils soient encore aveugles, et tâtonnent pour trouver les mamelles de leur mère. Dans le clan des hyènes, appelé le clan Sud, il y a eu aussi très récemment des naissances. Maïna, la femelle dominante, a donné le jour à deux petits. Les clans de hyènes tachetées sont des sociétés matriarcales et fortement hiérarchisées. La femelle qui gouverne le groupe a établi sa domination soit en s'imposant de haute lutte aux autres femelles, soit, comme c'est le cas de Maïna, en succédant à sa mère.
Le fait d'être fille d'une femelle dominante confère un statut privilégié. Et Maïna fera tout pour que l'une d'elles lui succède un jour à la tête du clan. Dès leur naissance, elles sont tenues à l'écart des autres petits et gardées dans une tanière séparée. Plus petits, moins vigoureux que les femelles, les mâles n'ont pas vraiment de position, tout juste bons ou presque à assurer la reproduction du groupe. Il leur est interdit d'approcher des tanières. Une fois nés, les petits doivent rester sous l'emprise totale des mères. Et si un audacieux tente de transgresser l'interdit, il est brutalement refoulé. Toutes jeunes, les hyènes font beaucoup penser à des chiots. En fait, elles ne sont ni canidés ni félins. Elles appartiennent à la même famille que les mangoustes et les civettes, une parenté à laquelle elles doivent peut-être leur dos bizarrement fuyant. La cachette que Motsumi a choisie se trouve sur le territoire du clan Sud, mais suffisamment isolée pour échapper aux hyènes. Ces nouveau-nés sont sa première portée, et elle devra inventer instinctivement les soins à leur donner. Car elle s'en occupera seule les 5 à 6 premières semaines de leur existence, les allaitant et les protégeant, et ne s'éloignant de courts instants que pour trouver de la nourriture. La fille de Maïna, nous l'avions surnommée la princesse, aimerait bien rejoindre les autres petits. Toutes jeunes, les hyènes commencent à travers leur jeu à établir entre elles des rapports de dominance et de soumission, et aussi à imiter les relations sexuelles des adultes. La morphologie très particulière de ces animaux, des clitoris si développés qu'ils font penser à des pénis, un développement très précoce des organes génitaux, a longtemps fait croire que les hyènes étaient hermaphrodites. Les jeux des petits vont être brutalement interrompus. 2 jeunes lionnes ont pénétré sur le territoire du clan Sud. Mais le camp des hyènes est bien gardé. Maïna se précipite pour rallier ses troupes. L'une des lionnes qui s'est attardée est vite encerclée. Elle est aussitôt secourue, un jeune mâle, qui rêve d'en découdre. Les 2 parties cherchent à s'impressionner. Mais le cœur n'y est pas. Les hyènes n'ont plus à craindre pour leurs petits, en sécurité dans la tanière. Les lions se savent en minorité. Mieux vaut rompre en sauvant la face. À la fin de l'escarmouche, les combattantes accourent vers la femelle dominante pour marquer leur soumission. Dans ce cérémonial, chaque mouvement, chaque posture ont un sens. Renifler et lécher les parties génitales des autres est une phase essentielle du rituel. Ces manifestations n'ont pas un caractère sexuel, mais strictement social. Renforcer les liens entre les membres du groupe. Ensuite, il faut marquer sans délai le terrain où les lions se sont introduits, y déposer son odeur pour effacer celle des intrus. Merveilleux observateurs, les jeunes hyènes reproduisent dans leur jeu, sans en comprendre encore le sens, les mouvements d'oreilles, de queue, de tête qu'ils ont vu faire aux adultes. Ce mimétisme contribue à l'intégration des tout-petits et à leur acquisition précoce du langage du clan. Au moment de l'attaque des lions, la princesse s'était réfugiée dans la tanière collective. Pour les autres petits, elle est une étrangère, et la voici sauvagement agressée.
Heureusement, Mahina n'est pas loin. Et sa seule vue fait déguerpir tout le monde. Les deux grands lions adultes de la troupe du centre, Mandez-vous, l'aîné, et Douméla, le cadet, paraissaient inséparables, et toujours un peu en marge de la communauté des femelles, des sociétés matriarcales, là encore. Le refuge, c'est la tanière. Les petits ont été dressés à s'y rendre à la moindre alerte. Les adultes n'aménagent pas ces tanières eux-mêmes. Ils profitent de trous existants. Et ce sont ensuite les petits qui creusent tout un réseau de tunnels et de puits, si étroits que les aînés ne peuvent y pénétrer. Dans ces domaines secrets et réservés, des drames sanglants se jouent parfois. Cette nuit-là, il y avait un cadavre au fond du trou, celui d'une des deux filles de Mahina. C'est la princesse, sa sœur, qui l'a tuée. Son instinct lui a dicté de supprimer sa concurrente la plus proche, celle qui pourrait faire obstacle à sa future ascension dans le clan. Mœurs révoltantes ou nécessité de la perpétuation du clan. La mère n'est pas intervenue. Cette mort est dans l'ordre des choses. Sur la colline, Motsumi a décidé de déménager ses lionceaux. Le lieu n'est pas suffisamment caché pour y rester longtemps. Les prédateurs ont vite fait de repérer des mouvements, des odeurs qui trahissent une présence nouvelle. Et la seule protection est de changer souvent de refuge. Les lionceaux sont délicatement soulevés l'un après l'autre dans sa gueule et portés jusqu'au nouvel asile. Elle a bien mal choisi cet abri, juste à côté d'un trou occupé par un cobra. Celui-ci est d'autant plus dangereux qu'il est en pleine mue. La peau qui pèle sur ses yeux altère sa vision et le poussera à attaquer à la moindre alerte. Motsumi fait face pour protéger ses petits. Le serpent la frappe d'abord, avant de se retourner contre les lionceaux. Le venin de ces cobras affecte le système nerveux des victimes, provoquant une paralysie générale presque immédiate. Motsumi est vigoureuse, son organisme se défend, mais la détérioration est rapide. Les trois petits sont morts presque sur le coup.
Motsumi a trouvé la force de revenir jusqu'au buisson. Presque aveugle, elle en est réduite à sentir les petits corps pour vérifier s'ils vivent encore. Motsumi a été obligée d'abandonner les petits cadavres aux hyènes. L'urgence pour elle, c'est d'apaiser la terrible soif que provoque une piqûre de cobra. Elle n'a pas la force de faire un pas de plus. Ses chances de survivre sont pratiquement nulles. Si elle n'est pas terrassée par le poison, les hyènes qui rôdent partout auront vite raison d'elle. Le reste de la troupe du centre est loin de la colline où Motsumi agonise. Pour leur sieste journalière, les lionnes se sont rassemblées à l'ombre maigrelette d'un arbre mort. En plus de la chaleur accablante, il faut s'accommoder des abeilles à la recherche de traces d'humidité. Les hyènes, comme les lions, sont sans défense contre le harcèlement des abeilles. Mais Mahina n'est pas pour rien la femelle dominante, celle qui sait trouver les solutions. La solution, cette fois, sera d'enterrer le problème. Motsumi a survécu à la violence du poison. Mais son calvaire n'est pas fini. Elle devra se terrer seule jusqu'à ce que le venin soit totalement éliminé. 4 jours et 4 nuits terrassée par la fièvre, déshydratée par une salivation permanente, incapable de faire plus de quelques pas à la suite, à cause de la douleur persistante à sa patte mordue par le cobra. Elle n'a pas pu sortir du territoire des hyènes et risque d'être découverte à tout instant
par une de ces patrouilles que le clan Sud effectue chaque soir pour dissuader d'autres clans de pénétrer chez lui. Et l'inévitable arrive. Les hyènes ont vite compris qu'elle était sans défense et commencent à l'encercler. Motsumi fait face, avec le peu de force qui lui reste. Mais sa résistance ne pourra durer longtemps. Soudain, sans raison apparente, le groupe choisit de s'éloigner. Sans doute appelé à une entreprise plus urgente que de la mettre à mort. À l'aube, la vie dans la savane a repris un cours paisible. Miraculeusement épargné par les hyènes, Motsumi achève de guérir du terrible poison. Au bout d'une semaine, le venin enfin éliminé, elle est en état de marcher. Ses premiers pas la conduisent vers la colline d'Épineux, pour essayer de retrouver des traces de ses petits. En vain, les hyènes sont déjà passées. Elle doit maintenant retrouver sa troupe au plus tôt. Livrée à elle-même, obligée de chasser et de se défendre seule contre les hyènes, les lionnes, même vigoureuses, ont peu de chances de survivre longtemps dans la savane. Les troupes de lions sont nombreuses dans cette partie du Savouti. Il lui faut tendre l'oreille pour parvenir à reconnaître parmi tous les cris de la savane les rugissements des siens. De part et d'autre, le bonheur des retrouvailles est évident. En fin d'après-midi, les lionnes se sont formées en colonne. Une certaine solennité dans leur démarche semble annoncer que la chasse est proche. Avec les pluies, les gnous sont revenus. Et le martèlement des sabots sur le sol appelle à la curée. Les gnous sont très vigoureux, et pour en jeter un à terre et l'achever, les lionnes ne sont pas trop de 3 ou 4. Quand il y a mise à mort, les hyènes ne sont jamais loin. Prudentes encore, elles laissent aux lionnes leur proie. Mais bientôt Mahina arrive sur les lieux avec des renforts.
Le clan est assez nombreux maintenant pour engager le combat. On commence par s'observer. Une ou deux lionnes suffisent à tenir les hyènes à distance, tandis que les autres continuent à dévorer. Face à la puissance des lionnes, la force des hyènes réside dans la solidarité du clan, que les cris échangés gardent étroitement unis. Les hyènes organisent autour des lionnes, qui seront bientôt déboussolées, une énorme farandole faite d'assauts imprévisibles, de brusques retraits, d'attaques sur un autre front. Leur but est de créer un chaos incontrôlable, pour isoler leurs adversaires et pouvoir attaquer chaque lionne séparément. Motsumi, par exemple, est allée se réfugier sur une branche. Elles ne la laisseront pas redescendre. Isolées les unes des autres, les lionnes ne peuvent qu'assister impuissantes au dépeçage de leur proie. Au lever du jour, les lionnes semblaient encore toutes sous le choc de la nuit précédente. Pas de blessures sérieuses et pourtant, elles hésitaient à descendre des branches où elles s'étaient réfugiées. Le soleil plus ardent allait dissiper ses inquiétudes. Seul Motsumi hésitait encore à rejoindre le reste de la troupe. Dans le clan sud, les heures paisibles de la journée sont consacrées à raffermir les liens entre les différents membres du groupe. Entre Mahina et la princesse règne une affection sans nuage. Celle qui est destinée à devenir la future patronne du clan
reçoit déjà les hommages des femelles adultes. Chaque soir maintenant, on peut entendre les braiements perçants des zèbres. C'est l'époque de la transhumance, où les longs troupeaux traversent le Savouti en direction du nord. La troupe du centre est à nouveau sur le pied de guerre, oublieuse des frontières territoriales, pressée de croiser la course des transhumants. Mais d'autres lionnes sont aussi venues au rendez-vous. Une troupe dont c'est le territoire. Dans l'excitation de la chasse, Motsumi a franchi une frontière que la troupe voisine est bien décidée à défendre. La troupe du centre, inférieure en nombre, doit abandonner le terrain, laissant en arrière une des leurs. La lionne isolée, sévèrement blessée, subira toute la nuit les assauts de ses adversaires. Seule de la troupe, Motsumi est revenue sur ses pas. L'autre lionne est plus âgée qu'elle, peut-être une sœur aînée ou une tante. Toutes les lionnes d'une même troupe ont des liens de parenté. Elle n'a pas pu avancer très loin, aussitôt chassée par la troupe adverse. Les assaillants finissent par quitter le terrain, abandonnant la lionne blessée. Elle a perdu beaucoup de sang et ne survivra pas longtemps. Lorsque la nuit s'achève, la troupe du centre retourne lentement chez elle, vaincue, ayant perdu une des siennes et sans avoir tué de zèbre.
Plus d'un mois a passé depuis que Motsumi a perdu ses petits. La voici à nouveau en chaleur. Mandez-vous à flairer à son odeur qu'elle est prête à l'accouplement. Et il la suit à l'écart de la troupe. Avant de parvenir à leur fin, les mâles doivent faire une course très longue parfois. Et c'est toujours les femelles qui fixent le moment des saillies. Les hyènes, cette nuit-là, ont quitté tôt leur tanière. Les braiements stridents qui trouent la nuit signalent qu'après plusieurs mois passés dans le nord, les zèbres sont à nouveau dans le savouti. Pour la première fois, la princesse accompagne sa mère à la chasse. La tactique des hyènes est toujours la même. Séparer un poulain des adultes pour le cerner et le submerger sous le nombre. Soudain, un lion sort de la nuit, énorme. C'est Douméla, de la troupe du centre. Il saute sur Maïna, qui se défend désespérément. Maïna a eu le dos brisé. Elle va mourir. Pour la princesse, cette perte est sans recours. Elle est beaucoup trop jeune encore pour assumer la succession de sa mère et prendre la tête du clan. Il va lui falloir rentrer dans le rang. La disparition si soudaine de la femelle dominante déclenche dans le clan une véritable guerre de succession. Des femelles de rang inférieur se découvrent des ambitions nouvelles et d'interminables affrontements se produisent. Ce genre de situation se prolonge parfois pendant des mois, pouvant gravement diminuer les capacités de défense d'un clan face aux dangers extérieurs.
La princesse est troublée, perdue. Sa mère la guidait pour tout, lui assurait une position privilégiée et facile. La voici livrée à elle-même, errant sur un territoire dont elle ne connaît même pas les limites précises, courant le risque de tomber sur des adversaires dangereux. Même la tanière d'hier n'est plus accueillante. De nouvelles portées l'occupent désormais. Et si elle est toujours tolérée à cause de son appartenance au clan, c'est de façon anonyme, et bousculée même par les tout-petits. Alors un jour, n'y tenant plus, elle est partie. Désormais, elle vivra en marge, tantôt solitaire, tantôt retrouvant son clan pour chasser. Le territoire du clan Sud est bordé à l'une de ses extrémités par une mare. Les hyènes viennent y boire souvent avant la chasse, et c'est là que la princesse les retrouve le soir. Celle-ci, en s'aventurant seule pendant la journée au-delà de la mare, a énervé depuis quelque temps le clan voisin, qui a décidé une opération de représailles. Entre les deux clans, la confrontation est inévitable. Bientôt, l'une des femelles du clan Sud prend la direction des opérations. Il arrive parfois que la femelle dominante d'un clan soit choisie à l'occasion d'un affrontement où elle s'est illustrée. La mêlée reste longtemps confuse, mais le clan Sud a finalement le dessus, refoulant les autres hyènes au-delà de la mare. Curieusement, tout le clan se retourne alors contre la princesse, traitée comme une intruse.
Rejetée par les deux parties, la pauvre n'a d'autre solution que de se réfugier au centre de la mare. Un conflit réglé, un autre risque aussitôt de naître. Face à Mandez-vous, le patriarche, les hyènes sont bien décidées à défendre leurs frontières. Mandez-vous est venu seul. Poussera-t-il la provocation jusqu'à refuser de tenir compte du marquage de ses adversaires? La nouvelle femelle dominante lui fait face, sans reculer d'un pouce. Mandez-vous commence à gratter le sol pour recouvrir les marques territoriales des hyènes. Il ne peut signifier plus explicitement sa volonté d'envenimer les choses. La femelle dominante ne se laisse pas intimider et recouvre à son tour les marques du lion. Et lorsqu'il se décide à s'éloigner, elle n'hésite pas à l'escorter jusqu'aux limites du territoire. Simulacre d'attaque, simulacre de fuite, chacun des deux protagonistes joue un jeu subtil, qu'observent, prêts à intervenir, les femelles des deux groupes. Le vieux lion semble avoir choisi de se retirer. Entre les deux lignes de femelles, le face-à-face s'éternise. Les hyènes vont-elles gagner cette guerre de position symbolique? Soudain, une jeune lionne attaque. Et aussitôt, comme s'il avait reçu un signal, le terrible Doumela se présente. Il s'en est pris sans hésiter à la femelle dominante. Et sa morsure au cou a entraîné une mort presque immédiate. Les lions, cette fois, ont gagné. La mort frappe souvent dans la savane, et avec une violence terrifiante. Mais la mort d'un seul n'est rien. Seul compte le sort du groupe. Les hyènes auront leur revanche.